Merci Yannick et merci au comité d'organisation pour cette nouvelle invitation. Alors, effectivement, on va combiner des domaines de prévention, d'intelligence artificielle et de biologie du vieillissement, le tout en 20 minutes chrono. D'abord, quelques définitions. Alors, c'est l'avantage, c'est que humaine ou vétérinaire, on va avoir beaucoup de points communs. Donc, le vieillissement, phénomène dynamique multifactoriel, on n'apprend rien, sauf qu'en pathologie humaine, le vieillissement, c'est une maladie depuis 2015. Et ça nous arrange bien parce que ça permet d'ouvrir des recherches en termes de thérapeutique et d'essais cliniques. Et on va voir pourquoi c'est considéré comme une maladie. En pratique, c'est une association d'anomalies à plusieurs étages, cellulaires, moléculaires, avec in fine une dégradation de fonctions cognitives, motrices, sensorielles, et on aboutit progressivement à une baisse des capacités intrinsèques de l'individu, donc en général associée à une baisse des réserves fonctionnelles, c'est-à-dire la capacité d'un individu à réparer d'un incident ou d'un accident. Et donc ces éléments s'aggravent avec le temps. Qui dit vieillissement dit prévention. La prévention, eh bien, vous savez que c'est tout ce qui va essayer d'augmenter votre espérance de vie en bonne santé, ou sans bonne santé, ça c'est la longévité. La prévention primaire, eh bien, c'est éviter une maladie ou une aggravation d'une pathologie. La prévention secondaire, c'est détecter précocement une maladie, donc c'est le dépistage globalement. Et la tertiaire, c'est d'éviter une récidive ou une complication d'une maladie déjà diagnostiquée et traitée. Et donc le lien entre les deux, c'est simple. La lutte contre le vieillissement, c'est la prévention. Pourquoi ? Parce que le vieillissement, c'est la première cause des maladies chroniques. Vous voyez l'exponentielle sur le graphique. Avec les décennies qui passent, on a des accélérations d'incidence des principales pathologies cardiovasculaires, pulmonaires, métaboliques, etc., rénales, cérébrales. C'est la première cause des maladies, mais ce que l'on sait maintenant, c'est quantifier ce que l'on peut éviter en termes de pathologies liées au vieillissement avec ces mesures de prévention. On peut éviter 40% des cancers, près d'une maladie cardiovasculaire sur deux, donc en général c'est les AVC, les infarcts du myocarde, et puis 3/4 des diabètes dits gras ou de type 2 peuvent être évités par des mesures préventives, et notamment des mesures de prévention primaire. Donc vrai sujet, surtout quand on a 20 milliards de déficit à la Sécu l'année dernière. Alors le vieillissement, maintenant, on sait comment ça marche, on sait le pourquoi et surtout le comment. On sait qu'il y a 12 points clés sur le plan de la biologie cellulaire qui sont associés ou causent le vieillissement et la dégradation biologique. Alors évidemment, je ne vais pas les faire un par un parce qu'il faudrait pratiquement plusieurs heures pour chaque, mais globalement, tous les échelons du métabolisme cellulaire sont impactés par ce vieillissement en tant que cause et en tant que conséquence, avec des dysfonctionnements allant de la mitochondrie au télomère, à l'ADN, et un élément dont on va bien parler qui est la sénescence cellulaire. Alors, première information de 2024, alors vous allez voir, les biblios sont très fraîches. Le vieillissement n'est pas linéaire, vous ne vieillissez pas d'un an chaque année, malgré ce qui apparaît sur votre date de naissance et votre âge dit chronologique. En fait, le vieillissement n'est pas du tout linéaire. Il y a seulement 7% de vos protéines, donc on en a une vingtaine de milliers, 7% de ces protéines ont un vieillissement linéaire, c'est-à-dire qui se dégrade d'année en année de la même façon sur le plan quantitatif. L'âge chronologique ne reflète pas du tout le vieillissement, et on pourrait ici faire quelques tests et voir que certains pensent avoir 25 ans et en fait en ont plus près de 40, et d'autres en ont 60 sur la carte d'identité, mais en fait en font peut-être 15 de moins. Il y a 2 pics de transition biologique, 2 pics d'accélération du vieillissement chez l'homme. Après, vous ferez le calcul chez les animaux. C'est à 44 ans et à 60 ans qu'il y a des coups d'accélération. À 44 ans, c'est surtout les métabolismes vasculaires et lipidiques qui se mettent à déconner sérieusement, avec des pics d'embolie, de thrombus, etc. Et puis des hépatopathies métaboliques, ce qu'on appelle la stéatose hépatique, le foie gras, qui commence à apparaître à ces âges-là par des difficultés de métabolisation des lipides. Et à 60 ans, deuxième pic, avec des dysfonctionnements immunitaires, des dysfonctionnements des métabolismes du sucre et des pics moins contrôlés de stress oxydatif, c'est-à-dire un déséquilibre entre la production de radicaux libres et les antioxydants censés éviter ce stress oxydatif. Ça nous donne des indications sur les meilleurs moments en termes de prévention. Il y a des moments qui sont plus pertinents pour faire de la prévention chez les individus. Les cellules sénescentes, ce sont des cellules un peu particulières qu'on découvre finalement en termes de fonctionnement depuis peu, ce qu'on appelle les cellules zombies de l'organisme,
qui s'accumulent dans les tissus avec l'âge. À partir de 27 ans, on commence à vieillir et on va faire ces cellules zombies. En fait, on en fait tout le temps, mais quand on est jeune, on les élimine très bien. Et plus on vieillit, et plus le système d'élimination fonctionne mal, et c'est un système basé sur l'immunité. Et elle est aussi vieillissante, du coup on les élimine moins, ces cellules sénescentes. Alors on pourrait à la rigueur être désinvolte et se dire on s'en fiche d'avoir des cellules sénescentes dans l'organisme. Le problème c'est que ce sont des cellules qui sont bloquées dans leur division, et elles sont stoppées vers l'apoptose qui normalement serait leur destination finale, puisque ces cellules sénescentes fonctionnant de moins en moins bien, elles devraient être détruites, elles ne le sont pas, et elles ne sont pas non plus éliminées par les cellules immunitaires. In fine, elles s'accumulent dans les tissus et provoquent donc des dysfonctionnements tissulaires, donc articulaires, arthrose, tout ce que l'on veut, cérébral, cardiovasculaire. Et manque de chance, le système immunitaire voulant absolument les détruire mais n'y arrivant pas, il provoque des productions de cytokines très importantes qui fait qu'au fil des années, on a une inflammation systémique qui augmente en présence de ces cellules sénescentes et qui va aggraver le phénomène de vieillissement et les pathologies associées à ce vieillissement. Et donc, si elles ne sont pas éliminées et qu'en plus elles provoquent une inflammation systémique, ces cellules sénescentes, eh bien, on a tout intérêt à essayer de les cibler avec des thérapies et c'est ce qu'on commence à faire. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de mesurer la situation biologique en termes de vieillissement d'un individu. Plus quelqu'un en a, et manifestement, plus il est vieux en termes d'usure de ses tissus. Alors, comment on fait des bilans? On commence à faire des bilans de prévention en humaine. On doit être une dizaine de centres dans le monde à commencer à faire des bilans un peu touchy de prévention et de mesures précises de la situation de vieillissement biologique. En fait, comme on écarte maintenant complètement l'âge chronologique de l'évaluation de la santé d'un individu, on s'intéresse à plusieurs âges qui vont mesurer plus objectivement la situation en termes de vieillissement cellulaire d'un individu. Et avec toutes ces mesures d'âge, on aura une synthèse autour de ce qu'on appelle l'âge objectif. Alors d'abord, on va mesurer l'âge phénotypique, c'est en gros le mode de vie. Ça, vous pouvez même le mesurer avec les patients que vous prenez en charge. C'est des mesures toutes simples de facteurs de risque. La nouveauté, c'est que depuis quelques mois seulement, on est capable de dire combien on perd d'années de longévité en fonction de la présence ou non de facteurs de risque. Quand on a, par exemple, quand on est tabagique, vous voyez, c'est une des petites courbes, je ne sais pas si on voit mon curseur, non. Globalement, on fume, on perd 5 années de vie. On a du diabète, alors évidemment, c'est si on n'arrête pas, hein. On a du diabète, on perd 6 années de vie. On est gros, on perd 2 ans. Bon, c'est un petit peu moins important, etc. Maintenant, on est capable de quantifier cela et c'est important parce qu'on est capable de dire à des personnes, voilà, à telle date, votre âge objectif, c'est ça, votre âge phénotypique, c'est ça, mais en corrigeant, on va gagner ça. Et c'est quand même intéressant de mesurer l'efficacité quantifiée des mesures de prévention. On sait qu'en cumulant tout cela, on arrive facilement à 14 ans de longévité en moins, lorsqu'on a les 5 facteurs de risque au-dessus. On a des éléments de mesure par des algorithmes de facteurs de risque très pointus, comme par exemple le prédiabète. Alors, je sais que chez les chats, les diabètes, c'est un sujet, mais il n'y a pas que, mais bon, pas mal. Il y a des mesures toutes bêtes sur une prise de sang qui permettent de savoir si il va faire un diabète dans les mois ou années qui viennent. C'est le score OMA. Alors, peut-être qu'il n'est pas adapté chez les animaux, mais ça mériterait de regarder. C'est tout simple. Il faut doser la glycémie à jeun et l'insulinémie à jeun. Il y a une petite formule de rien du tout. Et si ce taux est supérieur à 2,4, il y a une insulinorésistance et donc un prédiabète qui est totalement réversible. Il suffit de changer l'alimentation pour éviter un diabète. Par contre, une fois que l'homme il est diabétique, c'est une maladie incurable, il va être piqué jusqu'à la fin de ses jours par de l'insuline. Mais la phase d'avant est parfaitement réversible. En fait, ça reflète la quantité d'insuline dont un individu a besoin pour maintenir sa glycémie à 1 gramme, ce score. Donc si vous avez besoin de 3 fois plus d'insuline que d'habitude pour maintenir votre glycémie, vous allez cramer votre insuline rapidement et vous serez diabétique assez rapidement. On mesure aussi l'âge phénotypique, donc c'est l'âge lié au mode de vie, par des applications. Donc c'est des outils qu'on a mis en place qui permettent de mesurer à partir des scores dont on a parlé, les mesures à prendre et la réversibilité que l'on peut obtenir sur les difficultés rencontrées dans le mode de vie et réduisant la longévité d'un individu. Et ces outils d'âge phénotypique permettent des mesures inter- et intra-individuelles, c'est-à-dire qu'on peut les réutiliser chez un individu au bout de 6 mois et on peut voir l'âge phénotypique s'améliorer, c'est-à-dire qu'il faisait 10 ans de plus il y a 6 mois, mais avec les corrections qu'on a fait, il a gratté 5 ou 6 ans en termes d'âge phénotypique. Et on utilise des outils d'intelligence artificielle symbolique pour faire ces calculs d'âge multiparamétrique. On utilise aussi l'âge métabolique cette fois. Alors ça, c'est un âge en fait qui est calculé sur la composition corporelle.
On a des outils qui permettent, comme le scanner ou même des impédancemètres, qui permettent de mesurer le taux de muscle et la qualité du muscle, le taux de graisse et notamment la graisse viscérale d'un individu. Ce qui est intéressant, c'est que comme vous voyez sur les images de scanner, les femmes, les hommes, plus on vieillit, plus la quantité de muscles fond, sarcopénie, plus la quantité de graisse abdominale et viscérale augmente. Ce qui est embêtant, c'est que la graisse viscérale, c'est un facteur de risque majeur de cancer. Ça favorise la prolifération tumorale par des facteurs de croissance divers. Ça augmente le risque cardiovasculaire. Ça provoque notamment des inflammations systémiques, cette graisse viscérale. Et surtout, ça provoque une insulinorésistance. D'où l'idée de faire des analyses de composition corporelle. Et comme ça, on peut situer les individus dans leur composition par rapport à une population témoin de plusieurs centaines de millions de personnes testées. On dit, voilà, telle personne, il a un âge métabolique lié à sa composition corporelle de quelqu'un de 80 ans, alors qu'il en a que 60, parce qu'il est gras et pas beaucoup de muscles, etc. Ou au contraire, il est costaud, il est musclé, il n'a pas beaucoup de graisse viscérale, il fait 10 ans de moins sur le plan métabolique, avec les éléments qui iront avec en termes de pathologie. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 10 ans de moins, sur le plan métabolique, il aura les éléments, les pathologies chroniques 10 ans plus tard. Donc ça, c'est important à savoir parce que ça permet de centrer les mesures de prévention. Et la segmentation des images, c'est-à-dire la sélection graisse, muscle, os, elle est faite par intelligence artificielle sur les scanners, ce qui permet de gagner pas mal de temps. On fait donc aussi des imageries corps entier dans ces bilans de prévention pour déjà trouver des petites anomalies qui pourraient être corrigeables ou traitées, par exemple des petits cancers, tout simplement. Il y a encore un mois, j'ai trouvé un petit cancer du rein chez un patient parfaitement asymptomatique qui faisait 1,5 cm. Il est guéri, ça a coûté 600 € à la Sécu, alors que si on lui avait trouvé comme d'habitude son cancer du rein 2 ans plus tard métastatique, il serait mort au bout de 4 ans en ayant coûté 500 000 €. Donc c'est ces analyses médico-économiques de la prévention qui peuvent être pertinentes pour élargir les spectres de dépistage. Donc on peut mesurer à partir d'imagerie l'âge tissulaire d'un individu, l'âge coronarien, c'est-à-dire qu'on voit ses artères coronaires et on mesure la quantité de calcium déposé et ça donne un âge de ses coronaires et donc ces risques cardiovasculaires qui vont avec. Pour information, une équipe a fait des scanners corps entier à toutes les personnes qui venaient en traumato pour des fractures en tout genre. Au lieu de faire juste le scanner ou l'imagerie sur la cheville, par exemple, il y avait une randomisation entre on fait juste l'imagerie de la cheville et un scanner corps entier pour voir si on trouvait des éléments, on va dire, non recherchés et pertinents. Et en fait, si on vous fait à tous un scanner, là maintenant, tout de suite, sans chercher quelque chose en particulier, on a une chance sur 4 de trouver une anomalie significative, corrigeable, qui aurait mérité d'être diagnostiquée pour éviter éventuellement un souci. Donc les imageries corps entier préventives vont arriver progressivement en humaine. On utilise aussi des choses un peu plus biologiques, un peu plus touchy, comme l'épigénome. Alors ça, on adore. Il y a eu le dernier prix Nobel, d'ailleurs, c'était sur l'épigénétique. L'épigénétique, c'est toute la machinerie qui fait qu'un gène va s'exprimer ou pas. Et la surprise, c'est que contrairement à ce qu'on pensait, il y a la moitié de nos gènes que l'on peut nous-mêmes faire exprimer ou pas. Il y a une moitié, vous n'y pouvez rien, couleur de vos yeux, couleur de votre peau, longueur de vos humérus, ou je ne sais pas. Mais par contre, il y a un gène sur 2 que l'on peut moduler en termes d'intensité d'expression par notamment le mode de vie, mais aussi des thérapies. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi, à partir de ce vieillissement épigénétique, calculer le rythme de vieillissement d'un individu sur 1 an. C'est-à-dire qu'on peut dire que ces cellules vieillissent de 10 mois en 1 an. Donc elles vieillissent moins vite ou plus vite que la moyenne. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas 2 personnes qui vieillissent de la même manière. Alors on peut aussi aller plus loin, c'est ce que l'on fait. Alors, on utilise en fait des horloges épigénétiques que l'on fait faire à Harvard, parce qu'il n'y a qu'eux qui font pour l'instant, donc on envoie nos prélèvements là-bas. Pourquoi ? Parce qu'un organe dans un individu qui vieillit plus vite que les autres, c'est associé à 20% de mortalité en plus. C'est-à-dire qu'un organe, par exemple le foie d'un individu qui a 7 ans de plus que le reste, c'est 20% de mortalité, que ce soit un rein qui vieillisse plus vite, un poumon, un cœur, etc. D'où l'intérêt d'aller chercher ces organes dont le vieillissement est accéléré pour les protéger, faire de la correction et de la prévention particulière. Quelqu'un qui a un rein qui vieillit plus vite, comment on fait pour lui ralentir le vieillissement de son rein ? Simplement, déjà, on le fait boire plus, on lui dit de ne pas prendre des AINS à tour de bras, parce que tout ce qui est néphrotoxique sera réduit. On refait l'horloge épigénétique 1 an après, puis on voit qu'effectivement, les choses se sont améliorées en général. Donc on a la possibilité de mesurer le vieillissement de chaque organe et de pouvoir croiser les résultats que l'on a avec ces horloges épigénétiques avec les mesures directes que l'on fait avec des bilans biologiques standards. Et ça donne ça. Vous avez par exemple cet individu qui a 52 ans sur sa date de naissance,
âge chronologique. Mais quand on regarde l'âge de ces différents tissus, globalement, il n'a pas fumé, il fait du sport, il a des poumons qui ont un épigénome qui fait 8 ans de moins. Donc ça, c'est plutôt sympa. S'il fumait, il ferait 15 ans de plus en général. On peut regarder, par exemple, lui, on voit typiquement ses reins. Ils vieillissent un petit peu plus vite. Il a des reins qui ont 7 ans de plus que son âge chronologique. Là, on va donner des mesures de prévention spécifiques et non pas faire des mesures de prévention à tout va, large spectre, qui s'intéressent à des choses dont il n'a pas besoin. Ses poumons vont très bien. On ne va pas lui faire des mesures de prévention particulières sur le plan respiratoire. Plus récent, 2025, calcul de l'âge biologique, entre guillemets, par intelligence artificielle faciale. Bon, en même temps, c'est ce qu'on fait en salle d'attente. Quand on voit la tête de nos patients, on voit tout de suite s'ils sont en forme ou pas. Un peu d'IA dessus, et effectivement, ça confirme l'impression clinique qui coûte rien, entraînée sur 60 000 visages de sexagénaires, et appliquée à 3 populations prospectives de patients avec des cancers, pour voir si, en gros, en fonction de leur tête, ils vivaient plus longtemps ou moins avec leur cancer. Et globalement, lorsqu'on a une photo de visage qui vous suggère que vous faites 10 ans de moins que votre âge, eh bien, vous avez une espérance de vie qui est plus longue. C'est la courbe bleue. Alors que quand votre peau, votre visage semble avoir un aspect de quelqu'un de 85 ans, même si vous en avez que 60, le reste ira avec. Alors, ce qui est intéressant, c'est la corrélation avec l'âge biologique en mesurant des cytokines particulières. C'est pas une cytokine, la CDK6, c'est une protéine de la transduction du signal qui est liée au vieillissement. Eh bien, il y avait une très bonne corrélation entre les réponses de l'IA et du visage et la réalité biologique de la chose. Donc Nature, quand même, Nature 2025, ça commence à claquer. De toute façon, c'est que des Lancet, Nature, des méga grosses revues. La révolution en médecine, c'est ça, cette année, c'est la pharmacogénétique. Le rêve du médecin prescripteur. En fait, sur un petit crachat, on va faire votre exome, donc analyser votre code génétique uniquement, on peut faire sur tout ce qu'on veut, mais on choisit uniquement le codage des 27 cytochromes hépatiques, c'est-à-dire ce qui élimine vos médicaments. Vous savez, les métabolismes hépatiques des médicaments. On va regarder comment les 27 principales cytochromes fonctionnent et on va faire des prédictions de métabolisation médicament par médicament pour 120 molécules avec de l'IA. Alors là, on va faire une statistique très simple. Toutes les personnes qui sont là ont au moins un tiers des 120 molécules testées où il y a un sujet d'adaptation de dose. Et vous ne le savez pas. Par exemple, il y a 10% des filles ici qui ont une mutation du facteur 5 de Leiden. Merci, ça sera notre secret. Et cette mutation du facteur 5 de Leiden, en fait, elle est associée à un risque de thrombose sous œstrogène, donc sous pilule, qui est de 1% chaque année. Donc au bout de 30 ans d'œstrogène, vous avez une chance sur 3 de faire une embolie pulmonaire. C'est une contre-indication absolue aux œstrogènes. Personne ne le sait, sauf ceux qui font une analyse pharmacogénétique. Et tous les médicaments que l'on teste, par exemple les médicaments à visée cardiotropes, 100% des gens ici ont des variants de métabolisation des médicaments cardiotropes qui sont testés ici. 100% des personnes ont une mutation sur les variants des anti-ulcéreux. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prennent des anti-ulcéreux et vont quand même se retrouver aux urgences avec un ulcère, parce qu'en fait, ils ne prennent pas la bonne dose, parce que leur cytochrome élimine tellement vite le médicament qu'il n'a pas le temps d'agir, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Une fois qu'on a cette info, on double la dose, et ça fonctionne. À l'inverse, on peut être amené à réduire des doses pour des patients, par exemple, qui devraient prendre des statines pour des hypercholestérolémies, sauf qu'il y a pratiquement 2 personnes sur 3 qui ont un variant sur les statines qui devrait être associé à une diminution de la dose. Et bien là, on donne des doses plus faibles, etc., etc. Donc ça, c'est la base. À la fin, une fois qu'on a fait tous ces bilans, mesures d'âge en tout genre, on a donc un âge objectif tout en haut, avec l'écart par rapport à l'âge chronologique, et ce qu'on appelle un jumeau numérique, en fait, qui permet de refléter toutes les variations en termes d'âge biologique, phénotypique, objectif par rapport à l'âge chronologique et les mesures de prévention qui vont bien, en s'aidant un peu d'intelligence artificielle pour faire de l'extraction des données pertinentes, parce qu'il y a 600 paramètres analysés par personne, mais globalement, on a pratiquement 2/3 des personnes à qui on fait ces bilans, à qui on trouve des anomalies pertinentes, moyennes ou importantes. Alors, une fois qu'on a fait ça, on traite. Alors, comment on traite ? On évite de vieillir et comment on fait sur le plan non médicamenteux et médicamenteux ? Déjà, on mange mieux. La simple modification de l'alimentation à 40 ans chez quelqu'un qui mange n'importe quoi, c'est 11 années de longévité en plus. Donc ça, c'est un médicament qui est pas le plus cher en tout cas. 11 années, entre quelqu'un qui mange des aliments hyper transformés, des viandes cramées au barbecue et des sodas, et qui passe à une alimentation en gros méditerranéenne, eh bien c'est 11 années de gain.
Et ce qui est intéressant, c'est que même si on change le régime plus tardivement à 70 ans, on gagne 5 années, ce qui est quand même pas mal. C'est plus efficace que les statines, par exemple. Pour vous donner une indication, les statines, ces anticholestérols qu'on donne chez les hommes qui ont un peu de cholestérol pour éviter de faire un AVC ou un infarctus, le nombre de patients à traiter avec une statine pour sauver une vie, c'est 45. C'est-à-dire qu'il y en a 44 personnes qui vont prendre une statine pour rien, mais il y en a un qui aura eu la chance de la prendre, pour laquelle ça va lui sauver la vie. Bon, l'alimentation, c'est plus efficace, et c'est notamment plus efficace lorsqu'on est en situation de prédiabète ou de stéatose hépatique, le fameux foie gras, parce que là, en un mois, on peut réverser ce prédiabète, l'enlever, et faire fondre la graisse hépatique qui prédispose à ces hépatopathies métaboliques qui donnent des cirrhoses, des cancers, etc. Donc juste avec la nutrition, on fait fort, et ce qui est intéressant, c'est qu'on sait maintenant pour chaque aliment combien on gagne en le mettant ou en l'enlevant. On sait que par exemple, les légumes, on gagne tant d'années, la viande rouge, on en perd pas tant que ça en fait, donc vous pouvez continuer de manger un peu de viande. Mais voilà, on est capable de dire maintenant qu'est-ce qu'on gagne ou qu'on perd en fonction de chaque aliment. L'autre traitement à viser longévité, prévention, c'est l'activité physique adaptée. C'est pas de faire tout pour 3 heures de sport pour dire je fais 3 heures de sport, ça dépend du sport et ça dépend surtout de votre composition corporelle. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire 3 heures de biceps par semaine si vous avez une graisse viscérale importante, que ça fera strictement rien. D'où l'idée de faire des analyses de composition corporelle, alors soit au scanner quand on a plein de sous, soit par impédance-métrie quand on a un petit peu moins, et puis soit juste avec un mètre de couturière pour mesurer le tour de taille. Là, ça coûte encore moins cher. Et là, on peut adapter la conduite à tenir sur le plan préventif avec de l'activité physique. Qu'est-ce qu'on gagne en faisant du sport ? Globalement, 50% de mortalité à 6 ans en moins lorsque l'on fait de l'activité physique adaptée. Une réduction de cellules sénescentes, on en a parlé tout à l'heure, ça les dégomme, elles n'aiment pas du tout cette activité sportive, on n'a pas encore tout à fait le mécanisme. Et ce qui est le plus important, qui est sorti il y a 8 jours, c'est que l'activité physique après un cancer du côlon opéré et chimiothérapie augmente le taux de guérison de 8%, c'est-à-dire autant que la chimio, juste en faisant de l'activité physique. Donc ça, c'est majeur parce que c'est la première fois dans une grosse étude randomisée qu'on montre que l'activité physique a le même effet anticancéreux que des chimiothérapies, mais sans la toxicité qui va avec. Alors, on arrive ensuite dans la catégorie des molécules, parce que, évidemment, vous pensez bien qu'il y a une certaine recherche dans le domaine pour trouver des traitements anti-vieillissement. Jusqu'à il y a 2 ans, c'était que du bidon, mais là, maintenant, on rigole beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est beaucoup inspiré de l'oncologie pour trouver ces molécules, parce que 10 domaines sur les 12 du vieillissement cellulaire sont liés à, on va dire, à la pathologie cancéreuse. C'est-à-dire que, comme dans le cancer, il y a des instabilités génomiques qui apparaissent en vieillissant. Et puis, évidemment, dans le cancer, c'est une des bases de la cancérogénèse. Et donc, on est en train de transformer des molécules anticancéreuses en molécules anti-vieillissement ou d'orienter la recherche de ces nouvelles molécules à partir de ce que l'on sait de la cancérogénèse. Donc, des nouvelles cibles thérapeutiques pour ralentir le vieillissement, voire l'inverser dans certains sous-domaines de dysfonctionnement sont en train d'être découvertes, et notamment par de l'intelligence artificielle, au sens où c'est l'IA qui va trouver la cible et concevoir la conformation de la molécule à mettre dessus pour bloquer cette cible. On gagne beaucoup de temps pour le coup, puisque là, il n'y a pas besoin de faire passer 50 000 rats tout de suite pour tester 25 molécules. En fait, on a une simulation à l'avance et la formule magique de la molécule qui sort, il n'y a plus qu'à la synthétiser. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a conçu ces molécules ciblées, on peut commencer à faire des études sur des jumeaux numériques, c'est-à-dire sans passer par des humains. C'est-à-dire qu'on a la modélisation de ce qu'est un vieillissement cellulaire, et donc on va pouvoir modéliser des faux patients, on appelle ça des études in silico, qui vont permettre de voir, comme si on avait des humains à qui on faisait tester la molécule, ce qui se passe. Et les médicaments. Là, ça va être sûrement le seul mot que vous allez retenir absolument, c'est les sénolytiques, parce que c'est la mode, c'est en train d'exploser, c'est des marchés qui sont assez pharaoniques. Ce sont ces fameuses molécules qui détruisent les cellules sénescentes. Alors non seulement ces cellules, on peut les dégommer avec ces sénolytiques, mais il y a d'autres molécules, comme les sénomorphes, qui vont non pas détruire directement les cellules sénescentes, mais empêcher les effets collatéraux de ces cellules sénescentes, et notamment l'inflammation systémique. Ça marche très bien chez la souris et chez quelques animaux, on leur fait gagner 25% de longévité. C'est très peu toxique pour la plupart, mais pas tous. Je vous invite à regarder, si vous avez le temps, ce que fait Brian Johnson, l'ancien patron de PayPal, qui se bourre de 150 compléments alimentaires par jour, dont des sénolytiques.
temps en temps, il ne prend pas les bons et il a failli canner 3-4 fois. Donc, il faut quand même faire un peu gaffe parce qu'il y a quand même des médicaments dérivés de chimiothérapie qui peuvent être plus méchants que bons. Mais il y a des choses intéressantes qui arrivent, clairement, avec 30 études randomisées chez l'homme pour 5 molécules sénolytiques et des résultats qui commencent à arriver, arriveront au cours de l'année. Et ce qui est important, c'est qu'on est capable de mesurer l'efficacité de ces médicaments directement par des prises de sang, soit en mesurant le taux de cellules sénescentes dans le sang, on vous met avant traitement, on mesure le taux de cellules sénescentes, on vous traite, 2 mois après, on regarde si elles ont diminué ou pas. Voilà. C'est un peu compliqué, mais ça se fait. Ou bien en mesurant les molécules pro-inflammatoires. Et alors, très belle revue vétérinaire sur les sénolytiques très récente, 2024. J'ai envie de dire une revue à la veto, c'est-à-dire bien faite, chiadée. Il faut la lire. C'est exceptionnel, exceptionnel. Et donc, l'auteur, il s'est intéressé à faire toute l'analyse bibliographique des mécanismes des sénolytiques. Donc, j'ai rien pour comprendre comment ça fonctionne sur le plan moléculaire, c'est passionnant. Et surtout, il s'est intéressé à voir en quoi, selon les animaux, ça pourrait être utile. Je vous laisse regarder. Chez les chevaux, manifestement, ça pourrait cibler les insulinorésistances, et c'est validé. Les sénolytiques réduisent l'insulinorésistance et les hyperinsulinémies, les problèmes musculo-squelettiques, etc. Bon, en gros, c'est sûr que si on élimine ou on réduit le taux de cellules sénescentes dans les tissus, ça réduit l'obésité, etc. Donc, chez les chiens, c'est pareil. Moins de cancer, très probablement. On le saura bientôt si ça a des effets protecteurs. Les cardiomyopathies, diabète, obésité, arthrose. Et puis, les chats, c'est les rognons, apparemment, qui prennent cher assez souvent. Et bien là, pour le coup, il y aura peut-être moins d'insuffisance rénale. Alors, je ne sais pas sur les dysthyroïdies, parce que c'est vrai que vous avez aussi ce souci de dysthyroïdie. Mais en tout cas, sur le plan métabolique, les sénolytiques ont un grand avenir chez l'homme sûr et en vétérinaire, certainement. Gros avantage, c'est considérer la plupart des molécules comme safe, avec quasiment pas d'effets secondaires. Donc je pense que vous en aurez pour certains dans vos pharmacies à terme. Enfin, pour terminer, les communautés de gérontologues internationaux ont mis en place des biomarqueurs pour mesurer l'efficacité des thérapies anti-vieillissement, avec une vingtaine de biomarqueurs qui permettent d'évaluer si une thérapie, que ce soit médicamenteux comme les sénolytiques ou non médicamenteux comme l'activité physique, l'alimentation, sont réellement efficaces chez un individu ou pas. Il ne s'agit pas de donner des trucs à des gens sans savoir si ça marche ou pas et de prendre ça pendant 30 ans. Là, maintenant, on a les capacités, par des mesures directes, fonctionnelles et biologiques, de voir si ce qu'on vous donne ralentit réellement le vieillissement et les horloges épigénétiques dont on a parlé. Voilà, donc nouvelle médecine, donc je vous rassure, même les médecins ne sont pas trop au courant de ce que je vous raconte, ça arrive tellement depuis 1 an ou 2, et en plus il n'y a pas de formation à la prévention en médecine, donc comme ça c'est réglé. Tout le monde est expert dès qu'il lit 5 articles, quoi. Néanmoins, il y a quand même une vraie médecine qui arrive, on a une réduction possible des risques de maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, on l'a vu, très importante avec ces mesures de prévention, qui peuvent être très simples, il n'y a pas besoin de prendre des sénolytiques pour réduire la plupart des risques, heureusement, mais ça peut aider quand même. On sait par exemple que si on corrige 8 facteurs de risque à 40 ans, vous gagnez 24 années de longévité, donc c'est pas mal, un quart de siècle en corrigeant les troubles du sommeil, tabac, alcool, etc. Il y a quand même un alignement d'étoiles particulier. Sur tout ce que je vous ai présenté il y a 1 an et demi, je ne vous aurais pas raconté grand-chose en fait, donc Annick a encore eu le nez creux de m'inviter cette année parce qu'il y a du contenu scientifique qui est très récent. Et donc, ces notions d'âge objectif qui permet de mesurer l'efficacité des mesures de prévention, ça c'est tout nouveau. Et puis les nouvelles thérapeutiques qui arrivent avec des effets biologiques très intéressants. De plus en plus d'algorithmes et d'outils biologiques qui permettent de vérifier à chaque étape d'un parcours de prévention qu'on sert à quelque chose ou pas. Donc c'est vraiment de la longévité 2.0. C'est pas 5 fruits et légumes et 3 heures de sport par jour. Ça marche pas très bien en fait. Surtout si dans les fruits et légumes, il y a des trucs pas très clean. Donc les sénolytiques, gardez ça sous le coude, un banger en médecine vétérinaire à mon avis, parce qu'en plus finalement c'est en vétérinaire qu'il y a eu le plus d'études, donc ça arrive chez nous mais un peu plus tard. Voilà, merci à vous. Et puis s'il y a des questions, je prends.